Alors, viser un rendement annuel de 10% en bourse, spécifiquement avec des ETF. Est-ce que c'est réaliste? Hmm. C'est la question du jour. On va regarder ça de près en se basant sur une vidéo de la chaîne Rachel Finance. D'accord. Elle affirme que cet objectif est largement accessible. Bon, notre mission, si on l'accepte, décortiquer un peu ses arguments, ses exemples, allons-y. Oui, parce que 10% par an, bon, ça peut sembler beaucoup, c'est vrai. Et la source insiste bien sur le fait de vérifier les chiffres. Et ça, c'est essentiel. Tout à fait. L'approche se veut basée sur des faits. On n'est pas là pour vendre du rêve, comme on dit. Il faut voir si l'historique, il confirme ça. Exactement. La vidéo parle d'ETF bien précis. Elle dit qu'ils sont faciles à acheter, les parts coûtent entre 80 et 100 euros, quelque chose comme ça. Ok. Le premier exemple donné, c'est le VUAU. C'est un ETF qui suit le S&P 500, les 500 grosses boîtes américaines. Oui, le classique. Voilà. Et là, attention, les performances annuelles citées. C'est assez frappant. Pour 2024, au moment où la vidéo a été faite, c'était plus 25%. L'année d'avant, 2023 donc, plus 26%. Ah, oui, quand même. Mais attention, la source elle-même dit qu'il y a eu une année 2022 qui était pas très bonne. Oui, c'est mentionné. Ce creux-là, bon, il n'y a pas de chiffre exact, mais ça montre bien la volatilité, non? Ouais, On peut pas juste regarder les hausses. c'est sûr. Avant cette année moins bonne, il y avait eu plus 29% en 2021 et plus 17% l'année encore avant. Donc oui, le potentiel est là, mais ça bouge beaucoup. C'est un point hyper important. Passons au deuxième exemple. L'ETF EUNL. Lui, il suit le MSCI World. Donc là, on est sur une diversification mondiale. Plus large. C'est ça. Et là encore, les chiffres sont assez élevés, plus 19% l'année précédente, plus 24% celle d'avant. D'accord. Mais on retrouve aussi une année qualifiée de pas ouf. J'imagine que c'est la même 2022 probablement. C'est probable, oui. C'était une année compliquée pour beaucoup d'indices. Et sinon, les autres années, plus 22%, plus 16%, plus 27%. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on retrouve ce schéma. Même avec une diversification mondiale, on a des années avec de très fortes hausses et puis des périodes où ça performe moins bien. Oui, l'objectif des 10%, du coup, il semble vraiment reposer sur une moyenne qui lisse tout ça sur plusieurs années. C'est exactement ça. Et le troisième ETF mentionné, le SCHD, alors là, la source dit qu'il n'a pas très bien performé l'année dernière, Ah, mais il a quand même fait plus 11%. Donc bon, plus 11% en n'étant pas très bien, c'est pas mal quand même. carrément. Et pour les autres années, on a un plus 4% décrit aussi comme pas ouf, mais à côté de ça, des pics à plus 29%, plus 15%, plus 27%. Oui, le SCHD, c'est souvent un ETF qui est un peu plus orienté dividende. Il peut avoir un comportement un peu différent. Mais voir un plus 4% une année et plus 29% une autre, ça renforce vraiment l'idée principale de la source, non? Laquelle? Que la performance, elle varie énormément d'une année à l'autre. C'est la moyenne sur le long terme qui permettrait d'atteindre, voire de dépasser ces 10%. Parce que les années exceptionnelles compensent les années plus faibles, en fait. C'est ça, l'argument clé. Il faut penser en moyenne, sur la durée. La vidéo le dit bien, il y aurait des années moins bonnes. Mhm. Et accepter cette fluctuation, ça semble être la condition sine qua non pour viser ce genre de rendement moyen. Exactement. Et si on élargit un peu, la source suggère que la patience, avoir une vision à long terme, c'est crucial. Oui? La volatilité, ce n'est pas un bug, quoi. C'est une caractéristique normale de ces marchés, même avec des ETF bien diversifiés. Le message, c'est un peu, si on ne supporte pas de voir la valeur de son portefeuille baisser certaines années, faut peut-être pas y aller, hein. Alors si on résume, d'après ce qu'on a vu dans la source, viser un rendement annuel moyen de 10%, avec des ETF comme le VUA, le NL ou le SCHD, ça paraît plausible. Si on se base sur l'historique montré, oui. Voilà. Si on regarde les chiffres passés qui sont listés, la clé c'est vraiment de penser moyenne et d'accepter que ça va fluctuer d'une année à l'autre. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion finale, je pense. C'est important. Je t'écoute. Toute cette démonstration, elle repose sur des données passées. Or, on le répète souvent, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Le fameux avertissement. Exactement. Alors, la question c'est, jusqu'à quel point peut-on vraiment se fier à cet historique pour prédire l'avenir? Surtout avec un contexte économique qui change tout le temps, des événements imprévus. Hmm. Est-ce que se baser uniquement sur ces exemples, sans regarder d'autres analyses peut-être plus prospectives ou sans tenir compte de la situation actuelle, est-ce que c'est vraiment suffisant pour construire sa stratégie d'investissement?
C'est une excellente question pour terminer. C'est une question essentielle à garder en tête, je crois.